Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition des Alpes de la mi-journée. Au sommaire ce midi, le Roundup menacé de disparition. C'est ce que souhaite en tout cas Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Alors qu'en pensent les particuliers et les professionnels? Réponse dans ce journal. La découverte d'une application mi-randonnée, mi-chasse au trésor, mise au point par une entreprise grenobloise. Elle mélange l'utile et l'agréable et trouve déjà son public. Le géocaching à découvrir en fin de journal. Et puis la couleur du temps, mitigée aujourd'hui. Soleil et nuages vont se disputer le ciel avec des averses orageuses de ci, de là. Température moyenne autour de 22 degrés. Mais tout de suite, retour au bercail pour deux autres éléphants, de statues d'éléphants en tout cas, de la fontaine de Chambéry. Elles sont arrivées tôt ce matin, vers 7 h, entièrement remodelées. Les deux têtes n'ont gardé que la trompe d'origine. Le dernier éléphant arrivera, lui, le 30 juin. Et je vous propose d'écouter Luc Belon, chef du projet de cette restauration des 400 culs, comme on les appelle. La difficulté elle a plutôt été dans le timing. C'est vrai qu'on avait normalement un peu plus de temps pour tout fabriquer les nouvelles pièces. Et il a fallu courir un petit peu sur les mois de mai et de juin. Sur les moulages, on est depuis le début avril, sur les moulages des têtes et des corps. Donc on a été obligé de travailler les week-ends et puis certains ponts du jour férié, il a fallu travailler. Les deux pilotes de la région, inculpés en République dominicaine dans l'affaire Air Cocaïne, vont devoir prendre leur mal en patience. Le tribunal annonce un procès de longue durée et un nouveau calendrier avec des audiences qui s'échelonneront jusqu'au 27 juillet. Explication Renaud Gardette. Leur procès est rallongé. La justice dominicaine avait prévu un verdict le 19 juin, dans 3 jours. Il n'aura pas lieu avant le 27 juillet, dans plus d'un mois. Le premier calendrier était pourtant officiel et de nouveaux délais sont encore possibles cet été, car l'accusation ne cesse de faire venir de nouveaux témoins. Sur le banc des accusés, 2 pilotes, un membre d'équipage et un passager, tous français. Leur arrestation le 19 mars 2013 a lieu juste avant leur décollage à Punta Cana, en République dominicaine. L'avion appartient alors au lunetier Alain Flelou, qui avait loué son appareil à une société privée. Dans ces 24 valises transportées dans les soutes du Falcon, 680 kilos de cocaïne. Pour les avocats de la défense, la justice n'apporterait aucune preuve tangible, alors que les accusés ont toujours crié leur innocence. La question essentielle du procès sera de savoir si les pilotes étaient ou non responsables des bagages et de leur contenu. Ils risquent une peine de 25 ans de prison. Il est dans l'œil du collimateur, et notamment celui de Ségolène Royal. Le Roundup va peut-être disparaître des jardineries. Ce désherbant phare du groupe Monsanto, très apprécié pour son efficacité, est accusé de nuire fortement à l'environnement. Alors nous avons cherché à savoir ce qu'en pensaient les particuliers et les professionnels. Le reportage de Renaud Gardette et Aurélie Massé. Le Roundup est encore là. Il occupe les 3/4 du rayon de cette jardinerie. Il est même placé en tête de gondole. Il faut dire que le produit est très demandé par la clientèle pour son efficacité. La voici mise en image par Monsanto qui fabrique le Roundup. Plus que le produit, c'est sa molécule qui est efficace, le glyphosate, qui pénètre dans la sève de la plante pour la détruire. C'est une molécule qui est encore très demandée. J'ai une partie de la clientèle qui vient chercher du Roundup, qui ne vient pas chercher un désherbant, qui vient chercher du Roundup. Ils estiment, parce que c'est un ancien produit, c'était les seuls qui étaient sur le marché, que c'est un produit qui fonctionne mieux. Un Roundup retiré de la vente, cela pourrait booster les ventes d'autres produits, d'autres techniques, toutes aussi efficaces, comme ces films plastiques qui bloquent les végétaux ou ces paillis. Il en existe pour tous les types de sols. Cette jardinerie se dit déjà prête à changer ses habitudes. Je pense qu'il va falloir s'adapter à certaines situations et puis s'adapter aussi à l'utilisation de certains produits qui n'est pas dans notre habitude. Moi, je pense que c'est une chose avant-gardiste, oui, c'est bien. Tout à fait, et ça va dans notre objectif. Dans cette autre enseigne, ne cherchez pas du Roundup, il n'y en a plus depuis 2008. Un choix pour préserver la santé et l'environnement. À la place, il n'y a que ce désherbant naturel, le seul autre désherbant disponible sur le marché. C'est ce produit qui est un désherbant polyvalent, donc, qui a comme matière active en fait, l'acide pélargonique, qui est donc un produit à base d'essence naturelle qui permet de désherber. Donc c'est un désherbant de contact. Le produit touche la plante et la plante meurt suite au contact de ce produit.
Au 1er janvier 2022, la loi devrait interdire la vente et la détention de tous les produits phytosanitaires. Le glyphosate, le principe actif du Roundup, a été classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Et dans l'actualité du jour, un poids lourd a pris feu au niveau de l'échangeur de Saint-Michel-de-Maurienne. Cette nuit, un incendie suffisamment violent pour embraser totalement le véhicule qui contenait du goudron et des bouteilles de gaz. Les précisions sur cette affaire sur notre site alpes.france3.fr. Invité de cette édition, Patrick Lévy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'université Joseph Fourier de Grenoble. Nous vous avions reçu il y a quelques mois pour évoquer la fusion des 3 universités actuelles de Grenoble, donc Joseph Fourier, Pierre Mendès France et Stendhal. Le projet avance à grands pas avec notamment la nomination de l'équipe de direction générale. Ça veut dire qu'on en est à quelle étape ? En fait, on est très proche. Alors, elle interviendra effectivement que le 1er janvier, mais on a un décret de création qui va être soumis aux instances nationales, qui a été négocié avec le ministère. Et puis, on a désigné effectivement une équipe de direction générale de préfiguration qui ne sera nommée que quand l'établissement existera, mais qui peut déjà, elle le fait d'ailleurs largement, participer à la mise en place des services. Des différents services. Alors faire fusionner 3 entités universitaires comme ça pose quel problème concret ? On ne se rend pas bien compte. En fait, c'est des établissements qui existent chacun de leur côté depuis début des années 70, 69-70, donc qui ont leur culture, qui ont leurs pratiques, qui ont leurs habitudes. Donc il faut, alors ça prendra du temps en fait de mixer toutes ces habitudes, mais ce qu'il faut faire surtout c'est voir comment on va fusionner les services centraux, organiser des choses très concrètes comme la scolarité, les finances, etc. Voilà, à la fois il y a un gros travail administratif, puis après il y a toute une mise en commun qui va prendre du temps. Ça veut dire aussi que, notamment sur les problèmes de fusion, moins de postes à la clé dans l'administration ? Non. On va économiser des secrétaires par-ci, par-là ? Non. On a toujours dit, et je pense que c'est vraiment la réalité, que ce n'est pas de ça dont il s'agit plus d'un développement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on met en commun, c'est les services centraux. D'ailleurs, c'est important de dire que ça ne touche pas vraiment les composantes et les laboratoires, qui vont rester tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc les services centraux vont fusionner effectivement. Ça ne supprime absolument aucun poste, ça met en commun finalement des compétences. Et c'est logique parce qu'il y a un changement d'échelle. Pour les étudiants qui vont s'inscrire, est-ce que ça veut dire certains pourront avoir une licence dans votre université, par exemple Joseph Fourier, absolument, et ensuite un master qui sera Grenoble-Alpes ? Non seulement ils pourront, mais c'est exactement ce qui va se passer. Ouais. Ils vont d'ailleurs s'inscrire à une université, avoir le diplôme d'une autre université à la fin de l'année universitaire, ce qui est quand même pas banal, mais qui est tout à fait bien. Et je pense que d'ailleurs, on a vraiment l'objectif qu'ils soient fiers d'être membres d'une grande université de visibilité mondiale qu'on essaye de construire avec cette université Grenoble-Alpes. Et qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien ? Il n'y a pas de changement de professeur ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça va changer pour les étudiants ? Dans le quotidien des étudiants, honnêtement, pas grand-chose. Ce qu'on espère, et on a commencé à discuter d'ailleurs avec les organisations syndicales étudiantes, c'est en faire une opportunité. Mais c'est vrai que le quotidien des étudiants eux-mêmes ne va pas changer beaucoup. Et le président n'est toujours pas nommé ? On prend son temps. Non, je pense qu'il n'y a aucun souci. Il y a largement de quoi faire pour tout le monde et les 3 présidents actuels de ces universités trouveront leur place sans aucun problème. Merci Patrick Lévy d'avoir répondu à nos questions. Direction Annecy maintenant pour le Festival international du film d'animation qui a débuté cette semaine. Aujourd'hui, Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette sont aux côtés de Roger Allers, le réalisateur du Roi Lion, qui présente un nouveau film et qui fait partie des invités prestigieux de ce festival. N'est-ce pas Ingrid ? Invité de marque, effectivement, Roger Allers a écrit et réalisé Le Prophète, ce recueil de poésie du poète libanais Khalil Gibran, traduit à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors Roger, bonjour. Bonjour. Quand on a ce chef-d'œuvre entre les mains, comment on procède pour mettre en image, pour animer cette spiritualité ? Well, it is a challenge. Oui, effectivement, c'est un défi. I guess in the way that any artist approaches something, n'importe quel artiste dans sa démarche first you feel it, va tout d'abord le sentir, et puis après il y a les images qui arrivent par la suite. All the artists who worked Tous les with artistes me, qui ont travaillé avec moi sur ce projet ont eu des approches différentes, ont des approches différentes vis-à-vis de leur art. It all comes from inside. Mais ça vient de l'intérieur de soi. 9 animateurs du monde entier, c'est une œuvre collective.
Vous avez laissé aller la créativité des uns et des autres. Comment vous avez procédé? Yes, in the beginning, they would submit a storyboard, ils a soumettaient un visualization of their idea, visuel de leur idée. and then I allowed myself après, to give some notes at that point. J'ai annoté un Always petit peu. keeping Je in me mind, suis permis trying to quelques integrate annotations, their tout en poems gardant into l'esprit the qu'il fallait entirety, intégrer right, into the whole. tous les poèmes That dans was about the l'ensemble. extent of Donc where I c'était gave ça notes. l'étendue Mainly, de I mes left them annotations. to do their own Après, vision, c'était à eux because de that was part suivre of what leur was exciting rêve et about the leur project. vision, parce que c'était ça qui était passionnant avec ce projet. C'est aussi une histoire dans l'histoire. Il y a les poèmes, mais aussi l'histoire de cette petite fille, cette complicité entre le poète, prisonnier politique, et la petite fille. With the political prisoner. Yes. Oui, effectivement. Sorry, were you going to ask more about? Oui, Yes. il faut passer par là pour une histoire un peu plus classique, on va dire, du cinéma d'animation. Conventional story. Yes. The story within the story. I think Oui. one of the ideas of Je pense using qu'une a des child as a idées, character in the l'idée story d'utiliser un was enfant also to help en tant que the personnage younger dans members of the audience l'histoire, c'est travel pour through. aider le public jeune travel through the movie. à Certainly, voyager à travers le Gibran's film. poems are Les deep, poèmes de Gibran and, sont très profonds. that they Et certainly they're supported by visuals, but sont we wanted soutenus par to have des images, the children mais have a on voulait guide, que so to les speak, enfants to aient take un us through. guide qui Yeah. les accompagne à travers le film. Avec un projet comme celui-là, est-ce qu'on devient sage? Est-ce qu'on devient adulte? Vous êtes devenu adulte avec le prophète? I don't know if I'll ever Je ne become an sais adult. pas si je deviendrai un jour un adulte. All of us animators, I think, Tous, are terminally tous les animateurs children at heart. sont des enfants, au But fond. I have to say that Mais je Gibran dois has dire been que Gibran definitely a source of est inspiration une for me source ever since my college d'inspiration days. depuis And l'école pour moi. to have the opportunity Avoir to cette delve occasion again into his work de in plonger, a deep way, replonger dans son travail, was a really c'était vraiment deep pour moi experience for me. une I expérience felt profonde. a bit in communion Donc with j'avais Gibran l'impression as I que worked. As a j'étais matter of en fact, communion avec sometimes Gibran I'd say, lorsque je "Keep me travaillais on parfois. track." Je disais aux autres, bon, il faut que vous me gardiez sur la bonne piste. Hein. Yeah. Roger, merci beaucoup. Bon festival. Merci. Et nous, on se retrouve ce soir. À ce soir, Ingrid. La chronique montagne nous emmène en Savoie, au-dessus de Pralognan, au cœur du parc national de la Vanoise. Sylvie Richen, la gardienne du refuge de la Valette, fête son 30e été en montagne. Depuis les années 80, des changements importants, vous allez voir, ont révolutionné la vie au refuge. Nathalie Rapuc, Dominique Sommet. Tout près du pic de la Vieille Femme, au pied de la calotte glaciaire de la Vanoise, le refuge de la Valette accueille les randonneurs depuis les années 70. Comme tous les ans, c'est le moment du ravitaillement. Plus de 3 tonnes de vivres sont héliportées en même pas une heure. Là, on a 10 charges de victuailles. Donc tous les produits secs, tous les conserves, les boissons, le gaz, tout ce qui pèse lourd. Sylvie est la gardienne des lieux depuis 30 ans. Parmi les personnes qui l'aident aujourd'hui, Nathalie. Les deux amies ont gardé le refuge en 87. Nathalie n'était pas revenue depuis. Tu reconnaissais plus? Je me suis dit, c'est pas comme ça, la cuisine, elle était là, le oui. dortoir, c'était là-bas. Non, puis là, bon, tu vois bien, hein, c'est grand luxe, là, la cuisine. Hein. Les deux femmes âgées de 23 ans à l'époque se rappellent de toute la logistique mise en place pour vivre à 2600 mètres d'altitude et des moyens de communication. On est parti de la Sibie et aujourd'hui, on a Internet avec le monde entier, quoi. On a les réservations de Nouvelle-Zélande, de Canada. Elle était reliée à une batterie de voiture. Donc en fait, c'est toi, Sylvie te rappelle, c'est toi qui l'avais montée. La grosse batterie de voiture qui pesait une tonne. Depuis, la vie au refuge s'est modernisée avec les douches, une cuisine équipée, des panneaux solaires et même l'aspirateur. On faisait tous les matelas à la brosse, etc. Alors maintenant, ça a été vraiment... Là, on passait le balai, il y avait plein de poussière. Ça, j'ai vraiment apprécié l'arrivée de l'aspirateur au refuge. Un confort qui attire un public plus diversifié avec plus de 2000 nuitées par saison. Tous les 2 ans, la sécurité des installations est vérifiée, tout comme dans la vallée. On a le frigo à gaz aussi. Okay. T'as le chauffe-eau qui est là. Enfin, le cumulus.
Pour Sylvie et sa famille, le refuge représente tout un pan de leur vie avec des souvenirs plein la tête. Quand je m'étais fait pousser par la meneuse, donc c'était un mouton qu'il y avait avant ici, je m'étais fait pousser dans le lac par elle et j'étais tombée dans le lac. Et puis aussi, tu peux dire que tu étais tombée de l'éolienne, que ton père avait dû te descendre dans les bras pour aller à l'hôpital. Sylvie accueille les randonneurs au cœur du parc de la Vanoise jusqu'au 19 septembre. 900 réservations sont déjà prises pour cet été. Et on reste en montagne en partant à la découverte d'une application ludique autour du thème de la randonnée, mise au point par Easy Mountain, une jeune société grenobloise. Elle lance un nouveau concept, mi-balade, mi-chasse au trésor. Vous allez voir le géocaching. Denis Vigneaud-Duguet, Jean-Pierre Rivet pour les images. Là, la balise elle est là. Maintenant, regarde, voilà. C'est le chemin. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Le géocaching, c'est une chasse au trésor un peu particulière qui consiste à retrouver des objets cachés sur un site donné en utilisant une application GPS téléchargée sur votre smartphone. Là, si on traverse le pont, ça va être par là-bas devant. À droite, on est tout près là. Ce petit groupe de randonneurs originaires de Morzine a choisi de tester cette nouvelle activité chez leurs voisins des Gets. Ah, là il y a quelque chose là. Wow. Ici, une dizaine de boîtes ont été dissimulées un peu partout. Quel bel endroit, merci au Val Tourisme et Pic des Pêches de Belgique. Oh, bah bonne. Très bien. On arrive à la balise, donc ensuite on a trouvé la balise, on l'a loguée sur l'application. Donc on a mis nos initiales, la date où on l'a trouvé, et ensuite on a noté un petit mot dans le logbook, c'est le petit carnet qui est caché dans la balise, et on a mis un petit objet, on en a repris un autre. C'est innovant. Moi qui suis plus ancien du groupe, j'apprécie quoi. C'est pratique, c'est clair, net, précis. Voilà, c'est bien. Et voilà. Pour que le jeu perdure, il faut simplement ne pas oublier de placer dans la boîte un petit cadeau destiné à celui qui vous succédera. C'est un Américain de l'Oregon qui le premier eut l'idée, le 3 mai 2000, de créer cette nouvelle activité ludique et branchée. Succès immédiat. Aujourd'hui, la France compte près de 160 000 caches répertoriées et actives. Ah, bravo. Un succès qui s'explique par l'accessibilité du système à tous les publics. C'est joli, ça marche, on passe par des endroits où on n'a pas forcément déjà passé. Non, c'est sympa. Et c'est précis? C'est assez précis, ouais. Après, quand on arrive très proche, c'est bien de ne pas regarder le portable et puis de laisser un peu suspense. En fonction de différents critères, comme par exemple la beauté du site ou l'originalité des caches, certaines régions connaissent plus de succès que d'autres. Une particularité qui n'a pas échappé à la sagacité des responsables touristiques qui voient là un excellent moyen pour attirer de nouveaux clients. On va rajouter des caches cet été pour augmenter un petit peu la difficulté, faire d'autres panoramas, d'autres paysages. Et aussi, on pense à en rajouter pour l'hiver aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de champs qui creusaient la neige pour aller chercher les caches, alors qu'on avait bien spécifié que c'était accessible qu'en été. Du coup, on va essayer d'être un petit peu inventif et de cacher ça dans les arbres avec des systèmes de cordes.